Imaginez un instant que votre monde intérieur devienne bruyant. Pas à cause d'un son qui vient de l'extérieur, non, mais à cause de sensations qui semblent venir de nulle part. C'est le grand défi pour beaucoup de personnes après une perte d'audition sur une oreille. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va voir que ce n'est pas juste une histoire d'oreille, mais bien tout un écosystème sensoriel qui cherche à retrouver son équilibre. Des sifflements qui ne s'arrêtent jamais, une pression dans la tête, un peu comme un étau, ou cette sensation bizarre de ne jamais être tout à fait stable, comme sur un bateau. Si ça vous parle, sachez que ce n'est pas une fatalité. Le plus étrange dans tout ça, c'est que ce chaos intérieur est souvent bien plus pénible à gérer que la perte d'audition elle-même. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre feuille de route. D'abord, on va définir le problème. Ensuite, on va plonger dans les mécanismes du cerveau pour comprendre d'où ça vient. Après ça, on ouvrira nos fameuses 3 boîtes à outils pleines de solutions, on verra comment les utiliser au quotidien, et pour finir, on apprendra comment assembler tout ça pour se créer un plan sur mesure. Allez, on commence. Première étape, mettre des mots clairs sur ce qui se passe à l'intérieur. Parce que, avouons-le, pour régler un problème, la première chose à faire, c'est de bien le comprendre. Et voilà, on est au cœur du sujet. Le vrai combat, ce n'est pas tant d'entendre moins bien d'une oreille, non. C'est ce bruit de fond constant, cette pression ou cette instabilité qui s'installe et qui, jour après jour, viennent vraiment grignoter la qualité de vie. Bon, mais alors, d'où viennent ces sensations? C'est là que ça devient absolument fascinant. Il faut changer complètement de perspective. Le coupable, ce n'est pas juste l'oreille. En fait, c'est une réaction d'adaptation de tout notre système nerveux et surtout de notre incroyable cerveau. Et le mot magique qui explique tout ça, c'est la neuroplasticité. Imaginez, le cerveau reçoit moins de signaux sonores d'une oreille. Il ne reste pas là à rien faire, non? Il essaye de compenser, un peu comme s'il tournait le bouton du volume à fond. Et c'est cette surcompensation qui peut créer ces sons fantômes, comme les acouphènes. Ce n'est pas une panne, c'est une tentative d'adaptation. Face à un problème aussi complexe, il n'y a pas de solution miracle, pas de baguette magique. La réponse, elle est dans une approche globale. Et pour que ce soit bien clair, on va imaginer qu'on a 3 grandes boîtes à outils à notre disposition. Chacune est conçue pour s'attaquer à une facette bien précise du problème. Alors ces 3 boîtes à outils, ce sont neuro, psycho et somatique. La première, neuro. Elle va s'attaquer directement à la source en essayant de rééduquer le cerveau auditif. La deuxième, psycho. Elle vient calmer le jeu, elle s'occupe de la peur et de toute l'attention qu'on porte à ces bruits. Et enfin, la troisième, somatique. Elle va ancrer le corps pour qu'il retrouve sa stabilité et qu'il se relâche. L'idée, c'est vraiment de jouer sur ces 3 tableaux en même temps. Faisons un zoom sur la boîte à outils neuro. Ici, l'idée est assez simple. On veut nourrir le cerveau avec des sons utiles pour qu'il arrête de crier dans le vide. Ça peut être des aides auditives très spécifiques, bien sûr, mais ça peut aussi être quelque chose de tout bête, comme l'enrichissement sonore. Pensez au bruit d'une petite fontaine ou à des chants d'oiseaux en fond. Ça diminue le contraste entre le silence et l'acouphène, et hop, le cerveau se calme. On passe à la boîte à outils psycho. Là, on change de cible. Ce n'est plus le son, c'est notre réaction face au son. Parce que bien souvent, le bruit est amplifié par la peur qu'il nous fait. Des approches comme la TCC ou l'hypnose, par exemple, aident à reprogrammer le cerveau pour qu'il arrête de voir ce son comme une menace. En gros, l'objectif, c'est de baisser le volume de l'alarme émotionnelle. Et pour finir, la boîte somatique, celle qui prend soin du corps. Cette sensation de vertige ou d'instabilité, ça vient souvent d'un conflit d'informations entre ce que nos yeux voient, ce que notre corps ressent et les signaux de l'oreille interne. Des choses comme la kiné vertibulaire ou le yoga permettent de resynchroniser tout ça pour retrouver un sentiment d'ancrage et de confiance dans ses mouvements. Ok, on a vu les grosses thérapies. Mais maintenant, parlons des petites actions du quotidien. Celles qui, l'air de rien, peuvent faire une différence énorme pour calmer notre système nerveux et venir soutenir tous les efforts qu'on fait à côté. On voit là 3 qui sont particulièrement efficaces. D'abord, la marche consciente. En marchant, on porte son regard loin, vers l'horizon. Ça force le cerveau à faire un peu moins confiance à l'oreille interne et un peu plus à la vision. Et ça recalibre l'équilibre. Deuxièmement, le sommeil. C'est le moment où le système nerveux se répare, donc c'est absolument non négociable. Et enfin, la respiration lente, surtout en insistant sur l'expiration. C'est un peu comme un interrupteur off pour la réponse au stress. Mais attention, il y a des pièges à éviter. L'erreur la plus fréquente, c'est de chercher le silence absolu. Ça peut paraître bizarre, mais le silence total, ça ne fait qu'amplifier la perception du bruit interne. C'est comme allumer un projecteur dans une pièce toute noire. Donc on privilégie un environnement sonore doux et une approche progressive, si possible encadrée par un pro, plutôt que de se lancer tout seul dans des techniques un peu choc. Bon, avec toutes ces options, on peut se sentir un peu perdu. Comment on s'y retrouve? Eh bien, il est temps de devenir l'architecte de son propre plan d'action. Parce que la clé, ce n'est pas de tout utiliser en même temps, mais de choisir les bons outils dans le bon ordre en fonction de ses propres symptômes. Alors, par où on commence?
C'est assez simple en fait. On part de ce qui nous dérange le plus. Si ce sont les acouphènes ou la pression qui prennent toute la place, la thérapie par le son et la TCC sont de très bons points de départ. Si c'est la peur, la panique qui est au premier plan, des techniques comme l'MDR peuvent vraiment aider à débrancher ces réactions. Et bien sûr, si c'est l'instabilité qui domine, la priorité absolue, c'est la rééducation vestibulaire avec un kiné. On peut voir ce plan comme la construction d'une maison. Phase 1, les fondations. Pendant les premières semaines, on stabilise le terrain avec de bonnes habitudes. Sommeil, respiration, fond sonore apaisant. Phase 2, on monte les murs. C'est là qu'on entre dans le dur avec les thérapies ciblées. Et phase 3, le toit et les finitions. On consolide tout ça pour que les nouvelles habitudes deviennent une seconde nature et que le bien-être soit vraiment durable. Et comment on sait que ça fonctionne? Le but, ce n'est pas forcément d'attendre le silence absolu. Non. Les vrais signes de progrès, c'est de moins en moins porter attention à ces sons, d'avoir moins d'anxiété et surtout de retrouver une vie fluide, spontanée où les sensations internes ne sont plus au centre de tout. Et pour conclure, s'il y a une idée fondamentale à retenir, c'est celle-ci. Ces symptômes ne sont pas le signe que quelque chose est cassé. C'est le résultat d'une interaction complexe et, au fond, d'une tentative d'adaptation. En travaillant sur chaque petite partie de cette interaction, il est tout à fait possible de retrouver une relation beaucoup plus apaisée avec son propre paysage sensoriel.